Ironiquement, étant donné le rôle historique des États-Unis dans la promotion du droit international, l'ordre fondé sur des règles maintenant promues par Washington est une version moderne de la règle par la loi. Il suppose que les États-Unis, ou les États-Unis avec le club des anciennes puissances impérialistes, appelé le G7, établissent les règles, les modifient à volonté, sans exempt, et déterminent à qui elles s'appliquent ou non. Ce système est rejeté comme illégitime par la majorité mondiale, qui préfère de loin un système basé sur la Charte des Nations Unies et les décisions de la communauté internationale. Le 10 juillet 2024, j'ai eu l'honneur de m'adresser aux participants chinois du programme de leadership exécutif de l'Université de Cambridge. Voici ce que j'ai dit. Un nouvel ordre mondial est en train de se former. Beaucoup l'appellent multipolaire, mais il est mieux décrit comme multinodal. Après tout, un pôle est l'extrémité d'une ligne entre deux points. Mais l'ordre émergent est un réseau tridimensionnel, non pas un axe bidimensionnel, ou même une collection d'axes. Les nœuds sont des lieux où de nombreuses connexions de taille et d'intensité diverses prennent naissance, se terminent et se croisent sur des vecteurs différents. Multinodal est une description plus précise du paysage géopolitique qui émerge actuellement. Dans ce nouveau système international, les pays interagissent et se connectent les uns aux autres dans un contexte multidimensionnel et non simplement bilatéral. Ces interactions se produisent souvent de manière multiple, parfois incohérente. Une nation peut avoir de mauvaises relations politiques ou des confrontations militaires avec des pays avec lesquels elle a néanmoins une interdépendance économique significative. C'est une description juste de la relation bilatérale sino-américaine actuelle, ou, d'ailleurs, des relations sino-vietnamiennes, malgré les similitudes idéologiques des deux pays. Or, dans le cas des relations des États-Unis avec le Vietnam, des différences idéologiques majeures coexistent avec une relation économique florissante et une modeste coopération géopolitique prudente. C'était l'esprit de la récente rencontre des premiers ministres chinois et japonais avec le président de la République de Corée à Séoul. Nous verrons beaucoup plus de ce genre de complexité dans les relations à l'avenir. Au grand désarroi des zélotes anti-chinois ou anti-américains, les intérêts et aspirations internationaux de la Chine ou des États-Unis ne peuvent être compris ou prédits uniquement par référence à leurs interactions bilatérales. Chacun se connecte à l'autre de différentes manières, et chacun a des interactions complexes avec d'autres pays et groupes de pays. Ces pays et groupements se connectent à leur tour à d'autres de leur propre manière. Aussi importante que soit la relation sino-américaine, elle ne constitue qu'une partie du contexte dans lequel Pékin et Washington interagissent et se comportent chez eux et à l'étranger. Après un siècle et demi de déclin, la Chine est de nouveau au centre de l'Asie-Pacifique. Pour la première fois dans l'histoire, elle est également une puissance mondiale. Une nation dont les intérêts et les préférences doivent être reconnus et pris en compte dans la gestion de chaque domaine et activité humaine. Par son influence globale et régionale, la Chine ressemble désormais aux États-Unis. En 2024, il n'y a pas d'autre grande puissance qui puisse prétendre en faire autant. Cependant, les puissances régionales et de rang intermédiaire prospèrent dans l'environnement post-guerre froide. Le Japon est une puissance mondiale en termes économiques et revient prudemment à un rôle de premier plan dans les affaires politiques et militaires de l'Asie-Pacifique. La Russie a une portée militaire mondiale, mais n'est pas un acteur majeur dans le commerce et l'investissement mondiaux en dehors du secteur de l'énergie.
L'Inde est l'hégémon en Asie du Sud, mais a actuellement peu d'influence au-delà de cette région. L'Europe a une portée économique mondiale, mais est trop désunie pour agir de manière décisive, même dans sa propre région, et encore moins au-delà. La Grande-Bretagne et la France conservent une influence intellectuelle et culturelle forte, mais en déclin dans leurs anciens domaines impériaux. Le monde arabe n'a aucune cohésion et reste incapable de gérer efficacement ses propres affaires, encore moins celles des autres. Le Brésil, l'Éthiopie, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Iran, le Mexique, le Nigeria, la Pologne, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Turquie gagnent en puissance dans leur région, mais manquent de poids décisif à l'échelle mondiale. Tous cherchent à accroître leur autonomie stratégique. Aucun n'est prêt à se subordonner à la Chine, aux États-Unis ou à tout autre potentiel suzerain. L'affirmation selon laquelle le système international et ses dynamiques sont désormais définis par la rivalité des grandes puissances ne résiste pas à l'examen. C'est une réaction particulièrement américaine à la perte progressive de la domination des États-Unis dans tous les domaines mondiaux, à l'exception du militaire. Dans un monde qui n'est plus dominé par l'ordre bipolaire de la guerre froide, tous les États ont une agence. Ils ont le pouvoir de faire une différence et de se comporter comme ils perçoivent que leurs intérêts le dictent. Le monde ne partage pas la conjecture insistante de l'administration Biden, selon laquelle l'histoire se termine par une grande bataille entre la démocratie et l'autocratie. L'obsession de l'Amérique pour l'idéologie démocratique ne découle pas des efforts étrangers pour subvertir la démocratie constitutionnelle aux États-Unis, mais de facteurs internes qui érodent la démocratie et l'état de droit au niveau national. La démocratie constitutionnelle ne peut être construite et soutenue qu'à domicile. Elle ne peut être démantelée par le refus étranger de l'imiter. Les prérequis pour la démocratie constitutionnelle incluent la combinaison de l'état de droit avec la liberté d'expression. Ce composite inventé par l'Occident a historiquement permis le débat parmi une citoyenneté informée afin qu'elle puisse conseiller et consentir à l'élaboration des règles gouvernementales. Si les États-Unis deviennent moins constitutionnalistes et plus autoritaires, cela est inquiétant pour ceux qui, comme moi, chérissent les valeurs des Lumières européennes. Mais c'est le résultat de décisions prises par les Américains et non de manipulations par la Chine, la Russie ou toute autre grande puissance. Le concept occidental de l'état de droit, Faji en chinois, est très différent de la théorie légaliste chinoise de la gouvernance par la loi, Yi Faji Guo, qui gagne maintenant presque partout du terrain de facto. L'état de droit est un système dans lequel les dirigeants ainsi que les citoyens, les institutions et les entités sont responsables devant des lois qui sont publiquement promulguées, appliquées de manière égale et jugées de manière indépendante. Le gouvernement par la loi permet à un dirigeant présumé sage de créer des règles qui peuvent rester non publiées. Ces règles sont modifiables au cas par cas pour produire les résultats souhaités et ne contraignent pas les décisions ou le comportement du dirigeant. Le gouvernement par la loi, tel que préconisé le plus clairement par Han Feizi, propose un système de gouvernance dans lequel les décisions du dirigeant peuvent et doivent souvent être prises en secret. Cela est rendu possible par une politique explicite de maintien des citoyens dans l'ignorance, appelée Yumin Zhengzi en chinois, afin qu'ils ne puissent pas contester les dictats de leurs dirigeants. Ce système définit toute opinion incompatible avec le récit officiellement approuvé comme de la désinformation qui doit être supprimée. Il répudie le processus équitable. Il est subordonné au pouvoir politique, au prestige et aux privilèges, permettant aux règles d'être appliquées de manière sélective en fonction de qui a fait quoi à qui, plutôt que de ce qui a été fait et si c'était bien ou mal.
Ce sont des concepts de gouvernance très différents, et les nations du monde diffèrent sur celui qui est le plus efficace et souhaitable. Ces différences idéologiques sont importantes. Elles se manifestent dans les approches variées des nations en matière d'interaction internationale, ainsi que dans leur point de vue sur les mérites et la légitimité des systèmes politiques nationaux. Ainsi soit-il. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles de pensée rivalisent. Comme l'a dit un grand réformateur, la pratique est le seul critère de vérité. Le droit international est l'héritage intellectuel des nations occidentales engagées envers l'état de droit. Il est le produit d'un consensus international ou d'institutions comme les Nations Unies, créées par consensus international, qui ont été habilitées à établir des règles régissant les actions des États souverains ou les interactions entre eux. Il ressemble à l'état de droit en ce qu'il représente les valeurs communautaires. Il n'est pas le produit des dictats arbitraires d'une seule nation ou d'un groupe de nations. Il est ouvertement déclaré, embrasse le concept de l'égalité souveraine des États et a établi des normes et autorisé des mécanismes quasi-judiciaires pour la résolution non violente des différends. Le but du droit international est de protéger les faibles contre les forts. C'est pourquoi ses plus grands champions aujourd'hui sont des nations qui n'ont ni le pouvoir ni l'ambition d'imposer leurs préférences politiques ou économiques aux autres. Ironiquement, étant donné le rôle historique des États-Unis dans la promotion du droit international, l'ordre fondé sur des règles maintenant promues par Washington est une version moderne de la règle par la loi, et la Chine le reconnaîtrait et l'approuverait. Il suppose que les États-Unis, plus le club des anciennes puissances impérialistes appelé le G7, peuvent établir les règles, les modifier à volonté, s'en exempter et déterminer à qui elles s'appliquent ou non. Ce système est rejeté comme illégitime par la majorité mondiale, qui préfère de loin un système basé sur la Charte des Nations Unies et les décisions de la communauté internationale. Pendant ce temps, les institutions de gouvernance mondiale créées après la Seconde Guerre mondiale se désintègrent. Le système des Nations Unies n'a pas été capable de monter une réponse efficace face à la guerre et à l'effondrement des États, au réchauffement climatique, à la migration de masse, aux pandémies, au génocide, à l'extinction des espèces, à la prolifération nucléaire et à d'autres défis à l'existence humaine. Le Conseil de sécurité est paralysé. Les régimes réglementaires comme l'Organisation mondiale du commerce ont joué un rôle crucial dans la promotion de la prospérité mondiale et l'expansion de l'économie mondiale, mais ils sont maintenant attaqués et s'effondrent. La Charte des Nations Unies et les conventions internationales qui contraignaient autrefois le comportement national et rendaient le monde quelque peu sûr et prévisible sont maintenant de plus en plus bafouées. Comme la démocratie constitutionnelle, le respect du droit international est maintenant en recul. Il n'est pas clair si cela sera remplacé par une version de la règle de droit ou par une anarchie dans laquelle, comme l'a écrit Thucydide, les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. Malheureusement, Thucydide ne serait pas surpris par ce qui se passe en Ukraine, en Palestine, aux Nations Unies ou à la Cour internationale de justice de La Haye. Si nous ne pouvons pas réformer l'ONU, nous devons la remplacer comme nous l'avons fait avec la Société des Nations. Des institutions sous-globales avec une adhésion moins universelle, une cohésion limitée, une autorité incertaine et aucune capacité démontrée à résoudre les problèmes planétaires semblent de plus en plus se substituer aux institutions mondiales et au cadre juridique créé par la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, mon pays ne dirigera pas l'effort pour réformer ces institutions ou pour préserver le droit international. Par conséquent,
Les autres doivent faire de leur mieux. La réponse désespérée de l'Amérique à la perte de sa primauté économique et politique a été d'adopter des politiques commerciales et d'investissement protectionnistes et de militariser sa politique étrangère. Mais ni le protectionnisme ni le militarisme ne peuvent ou ne rendront l'Amérique grande à nouveau. Aucun n'est une réponse à la surextension hégémonique. Essayer d'écraser 10 puces à la fois avec tous les 10 doigts, comme le dit le proverbe chinois, est un effort absurde qui est à la fois futile et débilitant. En effet, au lieu de réformes et d'ouverture, Washington a adopté une stratégie politico-économique nationale de constipation industrielle et de grève de la faim. Incapable de rivaliser avec les véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires ou les éoliennes chinois, les États-Unis les interdisent sur leur marché. Cela peut sembler une réponse sans précédent aux défis posés par la concurrence de technologies avancées provenant d'une économie étrangère plus dynamique. Mais ce n'est pas le cas. Ériger des barrières contre des produits avec lesquels les États-Unis ne peuvent pas rivaliser rappelle la réponse maladroite de la Chine Qing à sa rencontre avec la révolution industrielle en 1793. Cette année-là, après avoir inspecté la large gamme de produits innovants présentés à sa cour par une grande mission commerciale britannique, l'empereur Qianlong a rejeté l'opportunité de tirer parti de la puissance industrielle occidentale au profit de la Chine. Il a déclaré avec complaisance que lui et la Chine possédaient toutes choses et a ajouté avec condescendance qu'il n'accordait aucune valeur aux objets étranges ou ingénieux et n'avait aucune utilité pour de telles fabrications étrangères. Ce refus arrogant est suffisant de reconnaître les mérites de l'ouverture de la Chine au commerce avec l'Occident en plein essor ou de collaborer avec des scientifiques, technologues, ingénieurs et mathématiciens étrangers a conduit à la stagnation économique, à la défaite militaire et au désordre interne. Cela a culminé avec le renversement de la primauté et de l'hégémonie régionale que Pékin cherchait à préserver. Fermer la porte aux biens et services supérieurs a perpétué l'infériorité compétitive de la Chine et ancré la médiocrité plutôt que de promouvoir l'amélioration de soi. Évidemment, lorsque l'autosuffisance est exagérée, elle peut se retourner contre soi. Essayer de tout fabriquer soi-même à huis clos est une stratégie politique et économique perdante. Comme le dit le proverbe grossier mais pertinent, si vous ne pouvez pas produire les biens, ne perdez pas de temps à l'atelier. Il n'y a aucune raison de croire que la réponse rigide de Washington aux défis posés par une Chine économiquement dynamique et de plus en plus innovante mènera à un résultat différent. La Chine produit désormais 36% des biens manufacturés mondiaux et son économie est un tiers plus grande que celle de l'Amérique en termes de pouvoir d'achat domestique. Pour la première fois en 2 siècles, la Chine dispose d'une capacité d'autodéfense convaincante. For the first time in 2 centuries, China has a convincing self-defense capability. But China's major challenges to the world are not. Mais les principaux défis de la Chine pour le monde ne sont pas principalement militaires. Une réponse militaire américaine ne les surmontera pas. Pourtant, les États-Unis ont choisi une approche presque exclusivement militaire face au retour de la Chine à la richesse et au pouvoir. La diversion des investissements vers des guerres sans fin, des renforcements militaires et des courses aux armements avec la Chine et la Russie a conduit à la détérioration des infrastructures domestiques américaines, à la baisse des normes éducatives, au désinvestissement dans la recherche scientifique et la santé publique, et à l'augmentation de la dette. À l'ère nucléaire, aucune grande puissance ne devrait souhaiter faire d'une autre un ennemi implacable. Mais c'est ainsi que Washington traite actuellement Pékin et Moscou. Pendant ce temps, la menace d'une escalade nucléaire n'est plus un moyen de dissuasion efficace contre la guerre conventionnelle entre puissances nucléaires.
La Russie est la puissance nucléaire la plus lourdement armée au monde, mais les États-Unis se sont engagés dans une guerre par procuration perdante avec elle en Ukraine. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés malgré leurs arsenaux nucléaires. Le risque d'escalade au niveau nucléaire est sérieux. Attendez simplement qu'une puissance nucléaire fasse face à une menace qu'elle considère comme existentielle. Il est intéressant de noter qu'aucune marine d'une grande puissance n'a mené de bataille majeure depuis 69 ans. Il n'y a eu aucun débarquement amphibie majeur depuis 1950, il y a 73 ans. There have been no major amphibious landings since 1950, 74 years ago. There have been no direct air battles between peer competitors. Il n'y a pas eu de bataille aérienne directe entre concurrents de même niveau depuis 1954 en Corée, lorsque la force aérienne chinoise embryonnaire et les avions nord-coréens pilotés par des Russes se sont engagés dans des combats aériens avec l'armée de l'air américaine. C'était il y a 70 ans. L'expérience de combat occidental contre autre chose que des insurrections fait défaut. Partout, sauf en Russie et en Ukraine, la prise de conscience de la technologie qui a changé la guerre a peu progressé face aux postures politiques basées sur des vœux pieux. Toutes les armées occidentales sont configurées pour combattre des adversaires avec une technologie inférieure et sans force aérienne ou marine. Elles envisagent toutes des guerres courtes et victorieuses, et non des guerres d'usure prolongées. Aucune économie occidentale n'a la capacité de monter en puissance industrielle ou l'endurance nécessaire pour gagner une guerre d'usure contre un soi-disant concurrent de même niveau. Une guerre pour Taïwan pourrait décider du statut de l'île, mais même si c'était le cas, cela entraînerait une hostilité prolongée entre la Chine et les États-Unis. Une guerre d'usure ou une destruction mutuelle catastrophique par un échange nucléaire pourrait s'avérer inévitable. La seule certitude, si une telle guerre devait se produire, est la destruction de la prospérité et de la démocratie de Taïwan, l'élimination de ses exportations de semi-conducteurs et d'autres technologies avancées, et la perte par la Chine et les États-Unis de la plus grande partie de leurs marines et forces aériennes respectives. On dit qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne devrait jamais être menée. Pour de nombreuses raisons, il en va de même pour une guerre sino-américaine à propos de Taïwan. Les États-Unis substituent désormais habituellement des mesures coercitives en deçà de la guerre au dialogue diplomatique. Les sanctions et l'ostracisme ont remplacé la négociation comme réponse américaine préférée au désaccord avec d'autres pays. Mais dans les relations internationales, comme dans la guerre, on ne doit jamais perdre le contact avec son adversaire. L'empathie, la connaissance de soi et la connaissance de son adversaire sont aussi indispensables au succès en diplomatie qu'à la victoire sur le champ de bataille. Les États-Unis et leurs partenaires occidentaux utilisent régulièrement des sanctions unilatérales pour isoler des pays et leurs économies. Ils leur refusent l'accès aux mécanismes de règlement des échanges, gèlent ou confisquent leurs avoirs gouvernementaux, leur interdisent l'accès à la technologie, réduisent leurs exportations et investissements, interdisent les transactions avec eux et refusent la délivrance de visas à leurs fonctionnaires et citoyens. Les sanctions créent du ressentiment et alimentent la récalcitrance de leurs cibles tout en faussant les marchés et en créant des intérêts acquis à leur perpétuation. Elles enracinent plutôt qu'elles ne résolvent les problèmes, mais elles ont des partisans dévoués, surtout dans mon pays. L'effet net des sanctions et du protectionnisme américain est de rendre le monde toujours moins que la somme de ses parties précédentes. La nouvelle position des États-Unis sur le commerce et l'investissement substitue les sanctions et les jugements de risque géopolitiques
basé sur la paranoïa de la sécurité nationale, au prix et à la qualité comparatifs, comme base des décisions commerciales. Cela réduit l'efficacité économique mondiale, la croissance et la prospérité. Cela exempte les oligopoles domestiques non compétitifs, qui dominent désormais l'économie américaine, des pressions concurrentielles pour produire des produits meilleurs et moins chers. Cela prive les producteurs américains d'intrants de production économiquement souhaitables et verrouille l'inflation. Cela remplace les mécanismes quasi-judiciaires de règlement des différends dans le commerce international par des concours à somme nulle de pouvoir économique. Ça sape les systèmes mondiaux de réserve monétaire et de règlement des échanges et encourage la formation de blocs monétaires concurrents et de mécanismes d'échange. Cela divise le monde en plusieurs blocs politiques et économiques séparés, restreignant les flux commerciaux et d'investissement avec d'autres blocs ou pays au détriment de la prospérité mondiale et de l'efficacité économique. Cela conduit à une stagnation supplémentaire et à un déclin technologique, ce qui n'est pas une approche réaliste pour réindustrialiser l'Amérique. Cela pousse le monde vers des solutions militaires plutôt que diplomatiques aux problèmes, dont la plupart ne peuvent être résolus sur le champ de bataille. L'élite politique américaine présente sa nouvelle position sur le commerce et l'investissement comme consolidant les relations d'alliance tout en repoussant la concurrence déloyale des étrangers. Mais d'un point de vue global, ce qui se passe, c'est la résurgence des États civilisationnels comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Russie. Il y a une renaissance renforcée du monde islamique, la réaffirmation de l'autonomie stratégique par la France et d'autres puissances européennes, et l'ascension de nouvelles puissances de rang intermédiaire comme le Brésil, l'Éthiopie, l'Indonésie, la Corée, le Mexique, le Nigeria, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Nous voyons également l'émergence de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, comme un facteur indépendant significatif dans l'économie mondiale. De plus, je pense que nous assistons au début de la réalisation par l'Afrique de son immense potentiel démographique et économique. Cela ressemble davantage à une retraite du G7 dans une citadelle défensive qu'à une réaffirmation de la centralité mondiale des civilisations atlantiques. Cela risque de placer l'Occident en marge plutôt qu'au centre de l'avenir, marginalisant son rôle auparavant dominant dans le progrès humain, alors que des communautés et des ordres internationaux parallèles émergent. L'isolement de facto de l'Occident par rapport à la majorité mondiale est exacerbé par les changements idéologiques mondiaux et par un comportement dicté par la perte de confiance en soi des nations du monde atlantique. Les tendances en jeu incluent la montée du zèle religieux dans le christianisme, l'hindouisme, l'islam et le judaïsme, ainsi que des changements radicaux dans les normes de comportement social dans les sociétés occidentales. Même si une grande partie du monde réaffirme les valeurs traditionnelles, les élites occidentales exaltent les vertus de la fluidité de genre, de l'hédonisme et d'autres aspects du soi-disant wokisme, qui exigent de manière intolérante la tolérance de comportements longtemps considérés comme immoraux. Pendant ce temps, les États-Unis et le G7 continuent d'insister pour que d'autres pays adoptent des modèles de gouvernance et des règles que l'Occident lui-même semble abandonner. Les divisions internes, l'instabilité et la décadence des États-Unis et de leurs alliés du G7 se reflètent dans des déclarations et des actions à l'étranger qui sont contradictoires et inefficaces. La majorité mondiale considère le comportement euro-américain sur des questions comme les guerres en Ukraine et en Palestine comme étant manifestement hypocrite,
basée sur des doubles standards et justifiée par des récits qui démentent les réalités visibles. Les pays que l'Occident a autrefois colonisés ou dominés ne sont plus prêts à suivre son leadership dans les affaires mondiales. En bref, nous assistons à la fin d'un ordre mondial unifié, dominé par l'Occident, et à son remplacement par un mélange de collaboration et de rivalité au niveau sous-global. Quelque chose de similaire s'est produit en raison du chaos dévastateur de la guerre de 30 ans en Europe. C'était un désordre composé d'États en guerre, tout comme l'histoire de la Chine avant l'unification Qin ou de l'Inde avant Ashoka. Mais la guerre de 30 ans s'est terminée par la paix de Westphalie, qui a établi un système de coexistence pacifique entre plusieurs États souverains respectant leur diversité culturelle. Son résultat est commémoré dans les 5 principes de coexistence pacifique. La question pour votre génération est la suivante, en Chine, en Occident et dans le reste du monde, est de savoir si nous pouvons reproduire ce résultat et mettre fin à notre descente dans l'anarchie. Nous devons élaborer une paix basée sur le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de chacun, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures de chacun, la tolérance, l'égalité et la coopération pour un bénéfice mutuel. Si nous ne pouvons pas le faire, nous risquons plus que notre prospérité. Nous risquons notre existence même. We risk our very existence.